Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle d'une technique et d'une forme musicale, la variation. Parmi tous les procédés de composition utilisés dans la musique occidentale écrite, la variation est un des plus importants et surtout un des plus présents, toutes périodes confondues. Il s'agit de répéter certains paramètres, mélodie, basse, harmonie, et de varier certains autres par toute une série de modifications. On a donc à chaque moment quelque chose qui demeure et quelque chose qui change, ce qui est très satisfaisant pour la perception musicale. Le terme est ancien et remonte au latin varius qui décrit à l'origine des fluctuations très légères dans la coloration des végétaux ou des animaux. Par la suite, on a le terme varietas qui en découle, qu'on traduit par variété, et qui devient un principe esthétique qui veut imiter la nature. Donc le changement est plaisant puisqu'il est dans l'ordre naturel. Ce terme varietas se retrouve dans de nombreuses théories sur l'art, dans l'Antiquité gréco-latine. On la trouve aussi dans la rhétorique, notamment à la Renaissance, chez Erasme, dans son fameux traité De Copia de 1512. Il reprend évidemment les arguments des anciens, donc Cicéron, Aristote, Aristide Quintilian, qui montrent que la variation permet d'éviter la répétition littérale et on essaye justement d'éviter cette répétition textuelle des choses. Pour Erasme, c'est extrêmement important de développer cette habileté à dire la même chose mais d'une façon un tout petit peu différente. On trouve dans ce fameux traité d'Erasme un exemple assez célèbre d'une même phrase que l'auteur va décliner, varier plus de 150 fois. Donc la phrase est « ta lettre m'a beaucoup plu » et puis on va avoir sur plusieurs pages vraiment toute une série de variations sur cette phrase latine. Pour Erasme, mais déjà pour Cicéron, la variation permet d'acquérir et de perfectionner son style et donc évidemment c'est quelque chose que les jeunes apprenants doivent fréquenter. On trouve entre parenthèses exactement les mêmes préceptes sous la plume de Johannes Brahms qui dit à son seul élève de composition qui s'appelle Gustav Jenner de débuter, il lui intime de débuter par l'étude de la forme variation. À la même époque qu'Erasme, on trouve durant la Renaissance différentes traces de pièces déjà écrites, de pratiques qui étaient probablement improvisées plus longtemps auparavant. On appelle ça des gloses, des differentias, donc glosias, differentias, qui veut dire justement la glose, c'est un commentaire. Differentias, ça fait référence à cette idée de dire différemment la même chose. Très souvent, ces pièces s'inspirent de modèles mélodiques connus, ça peut être donc un air célèbre, ça peut être une danse extrêmement célèbre aussi, ou bien simplement une basse qu'on répète tout le temps. Diego Ortiz est extrêmement célèbre à l'époque pour ses nombreuses gloses. On a aussi Antonio de Cabezón qui écrit des differencias. On peut écouter ici un extrait de sa Differencias sobre la vacas, donc c'est-à-dire des variations sur la vacas, qui est une sorte de romanesca de danse. On peut écouter ici le début. On peut écouter un tout petit peu plus loin, vous allez remarquer que certaines choses vous sont familières, sont répétées, mais les ornementations au-dessus, toute une série de lignes mélodiques additionnelles, elles sont nouvellement composées. Il y a de très nombreux types de variations, tant cette technique est présente chez quasiment tous les compositeurs de l'histoire de la musique. Je vais vous présenter ici quelques exemples, puisque sans ça, ça reviendrait à faire l'ensemble du parcours de l'histoire de la musique du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire de cette variation, un des noms extrêmement importants est Sweelinck, qui est organiste et grand pédagogue au début du XVIIe siècle. Il est actif à Amsterdam notamment, et puis il va composer ce qu'on appelle des variations chorales ou des variations sur des chorales, à savoir Sweelinck va utiliser une mélodie luthérienne ou en tout cas protestante et puis va élaborer tout un tissu contrapuntique, différentes voix qui mettent en valeur ce choral.
Vous voyez ici une mélodie assez célèbre de Luther qui s'appelle Vater unser im Himmelreich, qui est toute simple en réalité, et puis Sweelinck va élaborer toute une série de variations en utilisant à l'une ou l'autre des voix à l'orgue cette fameuse mélodie. On peut entendre ici cette mélodie harmonisée à la façon d'un choral à 4 voix par Johann Sebastian Bach, et vous entendrez très très bien cette mélodie. Vous voyez ici le début d'une de ces variations sur ce choral avec la mélodie qui s'entend très clairement en valeur plus longue que les autres notes, c'est-à-dire que les autres notes ont des plus petites valeurs et mettent en avant la mélodie luthérienne. Dans la rhétorique de tout à l'heure, l'habileté du compositeur se démontre par sa capacité à dire la même chose mais sans se répéter littéralement. Ça veut dire que Sweelinck ici va proposer une deuxième série de variations, une troisième et une quatrième pour montrer qu'en réalité son inventivité, son savoir-faire est presque sans limite. Cette deuxième série de variations, je vous propose d'écouter le début de la troisième série de variations, toujours avec ce même choral luthérien. Sweelinck propose encore une dernière série de variations sur ce choral que vous pouvez entendre ici. Au XVIIe siècle déjà, on a donc toute une série de variations qui sont basées sur une mélodie. Ici, c'était une mélodie luthérienne, donc protestante, mais on peut trouver évidemment des mélodies tout à fait profanes ou plutôt du monde catholique. On a une deuxième déclinaison de ces variations où en réalité la technique se focalise sur la répétition de la basse ou un ostinato. Cette technique se trouve dans les pièces instrumentales, mais on la trouve en grand nombre aussi dans le répertoire vocal, par exemple des arias pour donc une seule voix avec une basse obstinée, ou alors même des duos avec une basse obstinée. Je vous propose d'écouter un extrait ici d'un de ces duos sur une basse obstinée. Il s'agit de Zefiro Torna, c'est un duo célèbre de Monteverdi publié en 1632 qui est basé sur une chaconne, c'est-à-dire une basse qui répète tout le temps la même voix, à savoir ici Sol, Ré, Mi, Si, Do, Ré. Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Torna, Zefiro, torna, 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 Zefiro, Zefiro torna. Di sola, Les chaconnes et les passacailles sont évidemment extrêmement utilisés dans la musique instrumentale pure, donc sans voix. Je vous renvoie à une de mes précédentes vidéos qui traitait du sujet. Un des maîtres incontestés du genre est évidemment Girolamo Frescobaldi, un des plus grands compositeurs de musique instrumentale de la première moitié du XVIIe siècle. On a notamment ces fameuses Cento Partite ou ces nombreux capriccios sur différents sujets ou thèmes. On a vu des pièces pour instruments à clavier, des pièces pour voix et accompagnement, mais on a aussi des déclinaisons pour instruments seuls. Ici, par exemple, le violon. On a Heinrich Ignaz Franz von Bieber qui écrit en 1676 une passacaille pour violon solo. C'est tiré de son grand cycle des sonates du Rosaire
Puis vous allez entendre le violon qui joue de façon incessante les notes descendantes sol, fa, mi bémol, ré. Et puis au-dessus, il va créer toute une série de variations qui sont rendues possibles par le fait que le violon peut évidemment jouer 2, 3, 4 notes à la fois. Vous avez entendu ici le début, et puis évidemment Biber va montrer qu'avec un seul instrument, et en plus le violon, donc à savoir pas un orgue ni un clavecin, on peut démontrer sa grande imagination, son originalité, son inventivité. On peut écouter un tout petit extrait un peu plus loin dans l'œuvre. À la fin de la période baroque, on trouve évidemment la personnalité incontournable de Johann Sebastian Bach, qui va reprendre et résumer toutes les différentes techniques de variation qui existaient auparavant et les pousser évidemment à son paroxysme. On va retrouver des pièces autonomes, donc des pièces qui sont uniquement des variations. On peut retrouver des variations dans des mouvements de pièces plus grandes ou dans certaines sections, dans des danses aussi, ou dans des variations chorales. Parmi les exemples les plus célèbres de Bach, on va trouver les fameuses variations canoniques sur Vom Himmel Or, ou bien encore pour orgue la grande Passacaille et fugue en Do mineur qui date de la période d'avant Weimar. À Weimar, vers 1715, on trouve encore l'aria variata alla maniera italiana. Et puis évidemment, il faut évoquer ce que sont peut-être ces variations les plus célèbres, à savoir les variations Goldberg. Les variations Goldberg datent probablement de 1740 et puis elles sont sous-titrées Aria avec différentes variations pour clavecin à 2 claviers. Elles présentent vraiment un achèvement technique et formel inégalé jusqu'à présent. Dans de nombreuses formes de variations, on va trouver une juxtaposition des différentes variations avec un élément qui est répété à l'identique, ce qui a un côté un tout petit peu arbitraire, voire monotone dans certains cas. Chez Bach, notamment dans ses Goldberg, on a ici un principe de composition en plus de la variation qui ajoute quelque chose d'extrêmement organique, de non arbitraire, à savoir que sur les 30 variations, vous allez avoir 10 groupes de 3 variations. Et chaque 3 variations, vous allez avoir un canon qui est présenté, et donc ce canon présente un processus augmentationnel, on pourrait dire, puisque le premier canon, c'est un canon à l'unisson, donc une mélodie qui commence un tout petit peu après la première mélodie, à une distance de une note, donc un unisson, et puis dans le groupe suivant, on va avoir un canon à la seconde, donc on part une note plus haut dans le canon, ensuite un canon à la tierce, 3 notes plus haut, un canon à la quarte, à la quinte, etc., jusqu'à l'octave et finalement à la 9e. Donc vous voyez que vous allez avoir, chaque 3 variations, ce processus générationnel qui passe d'un canon à l'unisson jusqu'à un canon à la 9e. Derrière ces variations se trouve aussi évidemment le génie contrapuntique de Johann Sebastian Bach. On peut écouter ici juste le début, donc l'air qui sera varié pour la suite. Et puis je vous propose d'écouter la variation qui présente le premier canon, à savoir le canon à l'unisson. Durant la période suivante, à savoir la période classique, qui se déroule durant la seconde moitié du XVIIIe, on va avoir l'apparition de nouvelles formes, notamment la forme sonate, qui devient extrêmement à la mode et est largement utilisée par tous les compositeurs, mais ces compositeurs vont, dans une large partie, conserver l'utilisation de cette forme de la variation et évidemment l'adapter au nouveau code classique. Joseph Haydn va par exemple utiliser la technique de la variation plus de 80 fois, soit dans ses symphonies, dans les quatuors, dans les pièces pour piano, mais aussi dans les trios.
Les éléments qui sont variés peuvent changer, on n'est plus ici dans un discours exclusivement contrapuntique comme chez Johann Sebastian Bach, mais typiquement Joseph Haydn va faire varier les textures, les figurations, l'accompagnement, le rôle de la mélodie. Cette forme de la variation est extrêmement répandue chez les contemporains de Haydn, à tel point que Haydn va s'en moquer hein, avec son ironie habituelle, et donc il va exagérer le caractère répétitif de certaines variations, ou alors utiliser les lieux communs que ses collègues épuisent parfois. On peut écouter ici le premier mouvement d'un de ces quatuors tiré de l'opus 76, le numéro 6, avec un début extrêmement répétitif. Un peu plus loin dans ce premier mouvement, on a une première variation de ce thème qui présente une structure rythmique différente. Et un peu plus loin, Haydn propose encore un autre traitement de la texture, toujours autour de ce thème varié. Chez Mozart, on va trouver beaucoup de variations, mais principalement pour le piano. Sur 55 pièces qui utilisent cette technique, on en a une quarantaine uniquement pour le piano. Le plus célèbre exemple, c'est peut-être les variations sur le thème « À vous dirai-je maman » qu'on peut entendre ici, le thème initial. Et puis je vous propose d'écouter une des variations extrêmement contrastantes par rapport à ce thème joyeux du début. Successeur de Haydn et Mozart, Beethoven utilise à profusion cette technique de la variation, soit dans des pièces autonomes, soit dans différents mouvements ou sections, à tel point que ça va devenir un des maîtres de la variation. On peut citer par exemple la troisième symphonie ou de nombreuses sonates pour piano, ou encore les variations Diabelli. Il y a évidemment trop à dire sur Beethoven et la variation pour que ça rentre dans le cadre d'une présentation générale. À côté des variations beethoveniennes qui sont des tours de force hein, de génie compositionnel, on va trouver toute une série d'airs et variations qui présentent un caractère extrêmement léger, extrêmement frivole, qui sont en réalité le véhicule de la virtuosité, qui est quelque chose de nouveau qui apparaît sur les scènes hein, publiques. C'est aussi l'apparition des concerts à grande échelle. On vient voir les virtuoses, et donc on a besoin d'un répertoire pour montrer leur talent, et le répertoire privilégié de ces virtuoses se trouve dans les thèmes et variations. L'idée principale est d'utiliser un air célèbre que tout le monde connaît, et puis de faire se succéder toute une série de variations qui sont de plus en plus virtuoses, donc avec quelques croches au début, et puis par la suite on finit avec des quintuples croches avec un tempo prestissimo qui montre vraiment tout le génie de l'interprète plutôt que le génie du compositeur. Entre 1790 et 1850, on a des milliers de pièces qui ont été écrites pour ce type d'interprète et qui constituent donc de facto la plus grosse partie de ce répertoire basé sur la variation. Les exemples parmi les plus célèbres et les plus époustouflants de virtuosité sont à chercher du côté des pianistes, notamment Liszt, ou alors un de ses principaux rivaux, Sigismond Thalberg. On peut écouter ici de Thalberg une fantaisie sur des thèmes de l'opéra Moïse de Rossini. Donc l'idée c'est d'utiliser un thème d'opéra très à la mode qu'on a entendu la saison précédente ou dans les 2-3 dernières années, et puis d'en créer une pièce variée, très virtuose. On peut écouter ici un des thèmes.
Puis on peut écouter ici le final de cette fantaisie qui montre évidemment la virtuosité du pianiste. Évidemment, l'intérêt contrapuntique ou compositionnel est un tout petit peu réduit en comparaison de ce qu'a pu faire quelqu'un comme Beethoven. De nombreuses critiques se sont élevées à l'époque contre ce type d'air et variations qui sont là vraiment pour époustoufler le public et puis mettre en avant l'interprète, mais en réalité au niveau de la composition musicale, on est un tout petit peu en régression par rapport à ce qu'ont fait les prédécesseurs. On a Schumann notamment qui déplore l'usage excessif de tous ces thèmes populaires, essentiellement tirés de l'opéra, et qui est contre cette virtuosité mécanique des variations de salon. Évidemment, on a beaucoup de notes et peu de sens selon l'expression de Momini. Momini déplore en 1818 dans l'encyclopédie méthodique, le deuxième volume sur la musique, l'effrayante multiplicité de variations qui nous inonde. Il n'est point d'instrumentiste qui ne fasse des variations, point de chanteur qui ne brodaille, mais il y a loin de tout cela à quelque chose de bon et de beau. Beaucoup de paroles et peu de sens est la devise de toutes ces variations qui foisonnent de notes. La critique se concentre aussi sur cet arbitraire d'une structure additive, c'est-à-dire qu'on va additionner toute une série de variations qui n'ont de lien entre elles que le fait qu'elles vont de plus en plus vite et qu'elles rappellent sommairement le thème du début. Donc il n'y a pas de nécessité, pas d'ordre là derrière, contrairement à ce qu'on pouvait avoir dans les variations de Goldberg de Bach notamment. On tombe donc dans une sorte de parataxe où on colle des phrases les unes à côté des autres sans aucune motivation pour passer de l'une à l'autre. Un compositeur qui va essayer de relever le défi beethovénien et puis suivre les préceptes de Schumann, à savoir qu'il faut essayer de faire mieux après Beethoven, est Johannes Brahms. Il va retourner à cette forme qui lui est très très chère dans de nombreuses pièces. Il a composé 7 séries de variations et puis à peu près 9 variations qui se trouvent dans des mouvements indépendants. L'idée de Brahms est de montrer qu'on peut faire encore quelque chose avec des formes et des techniques anciennes. Parmi toutes ces variations, la plus emblématique de ce défi est probablement les variations sur un thème de Handel. On a un sujet baroque, on a à l'intérieur référence à toute une série de procédés baroques, donc des canons, des fugues, nombre de contrepoints. On peut écouter ici le thème de ces variations. La 6e variation est entièrement canonique et fait donc référence à cet héritage baroque. Brahms est également extrêmement marqué par la musique française. Il sera un des collaborateurs avec Chrysander de l'édition des œuvres complètes de Couperin, donc du baroque français. On retrouve cette influence dans la variation numéro 22. Brahms aborde donc la technique de la variation sous un angle extrêmement sérieux et on pourrait dire non virtuose ou en tout cas non exhibitionniste. On trouve malgré tout des parties extrêmement virtuoses chez Brahms. Le plus célèbre exemple, c'est peut-être ces 2 séries de variations sur le 24e caprice de Paganini. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.